Bonsoir, je suis ravie de vous retrouver. La France est-elle une société d'héritiers? La question revient en force alors que les écarts de patrimoine se creusent et que la mobilité sociale s'essouffle. Écoutez ces mots à l'Assemblée. La noblesse d'argent, dans ce terme, il y a l'idée de figer. C'est-à-dire que la question de l'ascenseur social, qui est déjà très largement en panne dans ce pays, pour le dernier étage de la tour, elle devient aujourd'hui inaccessible. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui ne peut plus être remis en question. Notre imposition sur l'héritage, sur les successions, est devenue anti-redistributif aussitôt qu'on atteint une certaine hauteur, en l'occurrence là, les 0,1% les plus riches. Bonsoir Jacques Attali. Bonsoir. Toujours un plaisir de vous recevoir en plateau. Je rappelle vos ouvrages France 2040, Fragments d'avenir aux éditions Flammarion, collection France Positif et Danser près de la porte, toujours aux éditions Flammarion. Vous avez entendu ces mots d'Éric Coquerel. On rappelle, les héritages représentaient 35% du patrimoine en 1970. Aujourd'hui, c'est 60%. Plus de la moitié de la richesse des Français provient d'un héritage. Une question, est-ce que nous sommes dans une société dans laquelle l'héritage pèse plus que le travail dans la constitution de patrimoine? Il faut distinguer deux sortes d'héritage, l'héritage positif et l'héritage négatif. L'héritage positif, c'est l'héritage dont on parle là, l'héritage au premier sens du mot, c'est-à-dire l'argent ou les biens qu'on peut recevoir à la mort de quelqu'un ou quand quelqu'un décide de vous le donner. Ça, c'est vrai, c'est extrêmement concentré et donc ça ne concerne assez peu de gens d'une façon très inégalitaire et même si il faut absolument faire quelque chose pour ça, c'est pas ça qui va changer grand-chose dans la société française. Parce que le cœur du problème de l'héritage, c'est l'héritage négatif. C'est le fait que, plus que jamais, quelqu'un qui vient d'un milieu social, d'une origine ethnique, d'une famille pauvre, d'une absence d'éducation dans son environnement, il peut pas monter. Pénalisé, donc pas de mobilité sociale. Mais c'est ça l'héritage qui compte le plus. C'est l'héritage qui pèse lourd et non pas l'héritage qui propulse. Et donc, c'est toujours la même opposition. Il y a ceux qui s'intéressent plus à lutter contre la richesse et ceux qui s'intéressent plus à lutter contre la pauvreté. Moi, je pense qu'il faut plus lutter contre la pauvreté que contre la richesse, surtout quand la richesse est honnêtement gagnée. Et la pauvreté, la racine de la pauvreté, c'est l'héritage négatif. C'est le fait qu'on ne sort pas de son milieu, qu'on sort de difficultés. Même si on a des diplômes, on n'a pas les bonnes relations, on n'a pas accès au capital, on n'a pas toutes les connexions nécessaires pour avancer. Et c'est pire qu'avant. Mais pourquoi la France s'y attarde autant, Jacques Attali? C'est-à-dire que on voit très clairement qu'il y a certains pays de l'OCDE qui décident de s'attaquer aux droits de succession plus que d'autres. Mais ça, c'est en effet par rapport à l'héritage positif. Oui, positif. À l'héritage de l'argent qu'on peut hériter. Il y a la moitié des pays de l'OCDE qui n'ont pas d'impôt sur l'héritage, à ma connaissance. Donc c'est moitié-moitié. Et nous en avons un c'est très compliqué, parce que est-ce qu'il faut un héritage, une taxation forte de l'héritage venant de tout le monde? On peut estimer qu'on doit recevoir un héritage venant de ses parents plus facilement qu'un héritage venant d'un cousin lointain ou d'un inconnu. Donc il faut aussi distinguer cela. Moi, je pense qu'il faut surtout, bien sûr, redistribuer dans la limite de ce qui est possible, parce que nous sommes une économie ouverte, et voir une fortune personnelle risquée de ne pas aller à ses enfants dans un pays peut entraîner le départ de la personne en question et apporter sa richesse à un autre pays. Le capital est nomade, et on le voit tous les jours davantage, contrairement à tout ce qu'on raconte. Par contre, l'héritage négatif, le fait qu'on n'ait pas les moyens de faire ce qu'on appelle une affirmation positive ou la discrimination positive qui permet d'aider ceux qui sont sans relation, sans capital à avancer, c'est la clé. Et c'est d'autant plus la clé que c'est bien pire qu'avant. Quand j'étais étudiant, il fallait à peu près 2 générations pour passer de la classe ouvrière à la classe du cadre supérieur. D'après ce que j'ai lu récemment, il en faut 5 aujourd'hui. Donc ça ne va pas. Et c'est ça le cœur du problème de la société française. C'est pas le fait que les très riches héritent. Ça, c'est un problème de très riches qui peut ensuite amener quelques sous à l'État. C'est bien. Mais c'est pas ça qui va régler le problème. Si vous prenez quelques sous aux très riches, ça ne va pas régler le problème de l'aliénation sociale et de l'enracinement dans la pauvreté des gens très doués, très dynamiques, très volontaires, très compétents, qui sont enfermés dans leur milieu social qui ne leur permet pas de progresser. Alors, il y a une autre idée. Alors, vous savez, il y a eu tout ce sujet autour de l'étude de la Fondation Jean Jaurès qui dit que d'ici à 2040, 9 000 milliards d'euros de patrimoine détenu par les Français les plus âgés seront transmis à leurs enfants. Ces impôts cibleraient notamment la génération des baby-boomers
chômeurs qu'on considère comme une génération de privilégiés, en tous les cas qui a eu certaines facilités. Il y a aussi cette idée derrière tout cela d'aller taxer une génération qui a été plus privilégiée qu'une autre. Oui, mais tout ça est un peu illusoire, parce qu'encore une fois, c'est pas l'impôt sur l'héritage qui va régler le problème de la mobilité sociale. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Même si on va y trouver 3, 4, 5 milliards, au regard de l'ampleur des sommes, c'est purement symbolique. C'est punir les riches et non pas aider les plus pauvres. Peut-être faut-il punir les riches. Je ne suis pas pour, mais on peut l'admettre. Même si je me sens profondément de gauche, je considère que punir les riches n'est pas une mesure de gauche. Je le répète. Il faut redistribuer, oui, et aider les plus pauvres à ne plus l'être, ça c'est une mesure de gauche. Donc, d'autant plus que ce que vous dites est à la fois vrai et pose un problème, c'est que les gens qui vont hériter sont des gens qui seront déjà à la retraite. Puisque, heureusement, l'espérance de vie augmente et l'héritage se fera des gens qui... beaucoup plus tard dans leur vie. Beaucoup plus tard. Donc, il faut faciliter les donations aux petits-enfants, faciliter les donations aux gens, mais vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et puis il faut voir qu'il y a très peu de Français qui lèguent plus de 500 000 euros. Très peu de Français, donc ça rend... Vous voulez dire faciliter la donation de son vivant? Oui, donner de son vivant, mais à des jeunes de 20 ans. Parce que si vous donnez à des gens de 40 ans, ça sert presque Ils veulent créer, faire des entreprises. Voilà. C'est là que ça peut être utile. Mais encore une fois, supposons que quelqu'un a 1 million d'euros, ce qui est énorme. Hein. Il y a beaucoup moins d'1 million de Français qui vont léguer 1 million d'euros. Je parle sous le contrôle de ceux qui nous observent, qui sont... Oui, c'est vrai que le pourcentage est très faible. Bon. Si vous donnez cette somme à 2 enfants qui ont 60 ans, ça ne sert à rien. Si vous donnez une partie de cette somme à 2 jeunes qui ont les potentiels, qui ont des diplômes, et aujourd'hui un quart des Français sortent de la scolarité en ayant bac plus 5, ce qui est énorme, hein, c'est gigantesque. Et ça ne garantit pas d'emploi à la clé? Pas d'emploi, mais si en même temps ils ont envie de créer une entreprise et que si le grand-père ou la grand-mère a des sous et peut leur donner, c'est beaucoup mieux que d'attendre un impôt très lourd sur la succession au moment où le grand-père mourra plus proche de 100 ans que de 60. Ces débats à l'Assemblée créent d'autres problèmes, c'est celui du consentement à l'impôt. C'est-à-dire que certains Français se disent, bon, d'accord, taxer, mais si le système, au final, n'est pas satisfaisant, à quoi ça sert? Exactement. Écoutez ces Français que nous avons rencontrés dans les rues de Paris. Je pense qu'il est trop généreux. Et que ça devrait se limiter aux Français qui travaillent aussi. Je pense qu'il y a un peu d'exagération, ça c'est clair. Il faudrait quand même mettre un coup de collier pour serrer tout ça, quoi. Que des gens qui ne travaillent pas en France, du coup, la touchent, automatiquement, je trouve ça paraît injuste. Est-ce qu'il faut faire une pause dans l'État-providence? On parle d'État obèse qui continue de dépenser. Il faut toujours regarder ce qui se passe ailleurs. Nous sommes le pays du monde, avec un ou deux autres, qui a les plus hauts niveaux de dépenses publiques et de recettes publiques. C'est pas possible. On va être cette année à 45%. Un peu plus, ce qui est le plus élevé dans l'histoire de la France, plus élevé qu'en 2013, qui était l'année la plus élevée avant. Donc c'est pas possible. Il faut baisser. D'autant plus, comme on l'entend là et comme on l'entend de façon plus générale, que c'est pas utilisé d'une façon efficace. Je pourrais aligner, je l'ai fait dans plusieurs rapports et on en parle encore dans le livre France 2040, l'immensité des gaspillages. Ce n'est pas normal, par exemple, qu'un jeune professeur français gagne presque la moitié moins d'un professeur allemand, alors que le budget est le même. Il y a de la perte en ligne énorme dans des structures administratives gigantesques. Le nombre, le gaspillage d'erreurs de gestion est absolument gigantesque. Donc, le fait qu'on ait 7 niveaux de collectivité territoriale, entre la commune, la communauté de communes, les agglomérations, le département, etc., c'est pas possible. C'est pas possible. Maintenant, je vous rassure, personne ne va changer ça. Et pourtant, je comprends que les Français veulent qu'on réduise les impôts. Il faut moins d'impôts et moins de dépenses publiques d'une façon plus efficace et plus juste. On entend également cette petite musique après les dires de Donald Trump, d'avoir fait une sorte de doge pour l'efficacité de l'État qui était sous l'égide d'Elon Musk au départ. On voudrait un doge à la française, c'est-à-dire qu'on remette à plein comme vous savez, toutes ces dépenses-là. Doge, ça n'a pas marché. Et j'ai plusieurs expériences françaises qui n'ont pas marché. Quand le président Sarkozy m'a demandé de présider une commission de réforme, il a fait une commission de réforme, et une des quelques mesures qu'il a appliquées, c'était une des mesures d'économie budgétaire. On avait proposé 20 milliards d'économies par an pendant 5 ans, ce qui faisait 100 milliards. En 2008-2012, il était réglé beaucoup de problèmes. En fait, en réalité,
On n'a pas économisé 100 milliards, on a augmenté la dette publique de 2000 milliards. Mais c'est 2000 milliards. Mais ça a été presque impossible, parce que pour le faire, il faut avoir une volonté d'acier. La seule année, à ma connaissance, où depuis 50 ans, on a réduit les dépenses publiques, c'est en 1984. Mais parce qu'on l'a fait d'une façon presque impériale. On a dit non à tout. C'est le président de la République lui-même, François Mitterrand, qui s'est vraiment impliqué pour réduire les dépenses publiques. Parce qu'il y a une banalité très simple, qui paraît évidente, c'est qu'une dépense publique, c'est la recette de quelqu'un. Quand l'État dépense quelque chose, ça va dans la poche de quelqu'un. Donc forcément, ce quelqu'un va protester. On dit quoi, vous me le prenez, mais c'est pas bien, forcément. Donc, il faut savoir que faire une économie budgétaire, c'est prendre de l'argent à quelqu'un. Et il faut le faire, parce qu'on ne peut pas imaginer que la France devienne un État encore plus collectiviste qu'il n'est aujourd'hui. C'est de la folie. C'est de la folie. On a atteint un niveau fou. Et il faut que ça cesse, parce que nous sommes dans un niveau de concurrence mondiale extrême. Ce n'est pas un système juste, on le voit, puisque la France reste un pays extrêmement inégalitaire, malgré cette masse d'impôts. Et donc, ça ne fonctionne pas. Donc, il faut tout remettre à plat. Mais quand vous voyez les débats à l'Assemblée, Jacques Attali, vous voyez que chacun essaie de tirer son épingle du jeu. Oui. On est obligé d'être dans des formes de... Alors, je ne vais pas dire coalition, ça ferait sursauter une partie de la classe politique française, mais de trouver des compromis pour essayer de faire avancer, d'accoucher d'un budget. Et pour l'instant, on n'y arrive pas. On est dans une situation surréaliste d'un budget improvisé, bâclé, fait à la dernière minute par un Premier ministre tout à fait honorable, mais qui a pris monté sur le cheval au milieu de la course, et un Parlement qui tire à huée à dia. Donc c'est pas là qu'on va faire les réformes nécessaires. Personne ne veut réduire les dépenses et personne ne veut augmenter les recettes. Si, on peut. Certains veulent augmenter les recettes. Donc forcément, on va sortir avec un budget, si tant est qu'on le vote, qui sera tout aussi déficitaire que le précédent, et avec des impôts qui seront bâclés, tels que je vois dans la première mouture. Les textes sont écrits d'une façon inconstitutionnelle, d'ailleurs, ce qui rassure beaucoup de gens, parce qu'on dit, c'est pas grave, le Conseil constitutionnel va régler ça. C'est tragique, quand on est un grand pays comme la France, d'en être à bâcler le budget comme on le fait aujourd'hui. C'est tragique, mais ça vient du péché originel, qui est la dissolution. Dans son dernier ouvrage, Thierry Breton parle du problème de l'impopularité, par exemple, de certains dirigeants politiques, en disant très clairement, en fait, beaucoup de dirigeants politiques ont peur de l'impopularité, donc ils ne vont pas au bout des réformes. Est-ce qu'on fait réellement face à ça? Oui, bien sûr. En France, comme dans beaucoup de pays, on ne réforme bien que quand on a préparé les réformes avant une élection, qu'on en a parlé, et qu'on applique les réformes dans les 3 mois qui suivent l'élection. En France, le président de la République est le seul à pouvoir faire des réformes massives, et il ne peut les faire que pendant 3 mois. Après, il est pris dans un entrelac de pression, de groupes de pression divers. S'il n'a pas fait tout de suite, en se bouchant les yeux, les oreilles et le nez, il fera rien. Et le dernier à l'avoir fait, c'est François Mitterrand en 1980. Il n'a pas fait en 88, et ses successeurs n'ont rien fait. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas eu de réforme en France. Structurelle, vous voulez dire? Structurelle depuis 80. Et le président de l'époque, qui était très populaire, a assumé de le faire et d'être provisoirement impopulaire. Il a d'ailleurs regagné sa popularité au point d'être réélu 7 ans plus tard. Mais aujourd'hui, plus personne ne peut se permettre d'être impopulaire. Parce que ça veut dire être battu, et avant les prochaines élections présidentielles, quiconque proposera un programme impopulaire sera battu. Sauf si les hommes politiques prennent les Français au sérieux et disent aux Français, je vous propose quelque chose d'impopulaire parce que c'est nécessaire. Encore une fois, c'est ce que François Mitterrand avait fait en 81, quand il avait dit, les Français sont favorables majoritairement au maintien de la peine de mort, je suis contre, si je suis élu, j'abolirai la peine de mort. Et c'est ce qu'il a fait. Et c'est même le fait de l'avoir dit qu'il a fait élire. Parce que les Français reconnaissent le courage de quelqu'un qui est sincère et qui veut faire quelque chose d'impopulaire. Je pense que la différence entre un homme politique et un homme d'État aujourd'hui, c'est le fait d'assumer d'être impopulaire avec une vision, un projet, comme celui qu'on a proposé là, mais il peut y en avoir d'autres, à 15 ans, et qui disent aux Français, voilà, je vous emmène là pour 2040, voilà ce qu'il faut faire dans les 5 ans, mais ça commence par des choses difficiles parce que nous sommes en faillite. La France est en faillite. La France ne survit que parce qu'elle reçoit de l'argent de l'Union européenne,
pas seulement du budget, parce que... Non, étranger, j'ai dit étranger, oui. Mais on dit, ah non, mais c'est pas vrai, parce que la France verse plus d'argent à l'Europe qu'elle n'en reçoit. C'est complètement faux, parce que si on regarde ce qu'on appelle Target 1 et Target 2, c'est-à-dire les balances financières entre les pays européens, nous sommes incroyablement déficitaires et nous recevons plus de 100 milliards du reste de l'Europe. Beaucoup plus, en fait, mais ces chiffres sont camouflés. Target 1 et Target 2, plus personne ne regarde, et pourtant c'est le cœur de la machine de l'Europe, plus le fait qu'on reçoit beaucoup d'argent de la Banque centrale, des fonds européens, de toute nature. Nous sommes en respiration artificielle par l'Europe. Oui, clairement, vous êtes en train de dire qu'on est perfusé à l'argent de l'Union européenne. Exactement. Et des autres pays européens. Et ça nous permet d'être passagers clandestins, tranquilles, et de croire que ça va durer. Ça ne va pas durer. Ça ne va pas durer. Donc, soit on a le courage de dire, en étant un homme politique, ce que je ne suis pas, courageusement, je veux un pays plus moderne, plus juste, aidant les jeunes à réussir dans leur vie sans dépendre de l'héritage de leurs parents ou de leurs grands-parents. Je veux une éducation et une santé qui fonctionnent. Je veux supprimer les rentes de situation de toute nature. Et Dieu sait qu'il y a des rentes de situation. Je vous propose ce programme massif. Je le ferai. Je vous assure que ça sera pénible au début. Mais voilà ce qu'il faut faire pour que le pays soit en bonne situation dans 15 ans. Sinon, c'est le déclin qui a commencé. Rendez-vous compte que le niveau de vie des Français est inférieur au niveau de vie de Malte. De Malte. Il est aussi inférieur, évidemment, à celui de l'Allemagne, de la Grande-Bretagne, malgré le Brexit, et de bien d'autres pays européens. Nous sommes à égalité du niveau de vie avec l'Italie, qui est en train de nous rattraper, nous dépasser. Nous sommes en déclin. Et ça va s'aggraver si on n'agit pas très rapidement. Un problème persiste en France, c'est celui des charges sur les créateurs d'entreprises. Oui. L'accumulation des taxes dans le budget 2026 agace les patrons et parfois des jeunes patrons. Tribune signée par 300 patrons français. Mais pourtant, en France, la création d'entreprises, le nombre de créations d'entreprises explose. Comment vous expliquez ce paradoxe ? Le nombre de créations d'entreprises explose, mais toute la chaîne du financement nécessaire pour permettre à ces entreprises de grandir n'existe pas. Il y a la BPI qui est là, mais qui n'est pas à toutes les échelles et à tous les niveaux. Elle ne finance pas à risque les toutes petites start-up quand elles ont à peine commencé. Donc il y a un grand trou de financement entre le début, où il y a des petites sommes qui arrivent, ce qu'on appelle les business angels, et les grandes sommes qui arrivent à ceux qui ont déjà réussi, comme Mistral, heureusement, qui est un succès, ou quelques autres qui ont réussi. Mais au milieu, il n'y a ni financement public, ni financement privé. Et donc, les start-up démarrent et s'effondrent assez vite, ou se font racheter quand ce sont des pépites efficaces et prometteuses par des investisseurs étrangers ou par des grandes entreprises françaises. Donc, malheureusement, le système de financement des start-up françaises est catastrophique. Le problème, c'est que certains jeunes disent très clairement, on ne veut plus entreprendre. Mieux vaut être salarié plutôt que d'être créateur d'entreprise. Oui, mais en même temps, beaucoup de gens ne veulent pas être salariés aujourd'hui. Et heureusement, je le comprends très bien. Être salarié, c'est dépendre des autres, c'est d'être aliéné au sens de Marx dans son travail. Je peux comprendre qu'on n'ait pas envie d'être salarié, même si dans une entreprise qui fait des choses dans le secteur de l'économie de la vie, c'est-à-dire santé, éducation, énergie renouvelable, agriculture et alimentation saine, c'est très bien. L'eau, etc. Il y a des entreprises magnifiques françaises dans lesquelles on peut être très fier d'être salarié. Mais je comprends que beaucoup de gens ont envie d'être eux-mêmes dans toutes leurs dimensions. Et on voit que le désir d'être créateur, qu'on voit d'ailleurs dans l'art, beaucoup de gens ont envie d'être créateurs plutôt que d'être spectateurs. Et encore plus d'être simplement employés. Un homme, certainement en campagne, a proposé un deal. C'est Édouard Philippe. Écoutez ces mots. À vous qui êtes entrepreneur ou qui voulez le devenir, à vous qui aimez l'entreprise dans laquelle vous travaillez et qui voulez qu'elle réussisse, j'ai un mot à vous dire. Ce qui se passe à l'Assemblée nationale m'inquiète. À coup de postures et de nouvelles taxes, on est en train de désespérer celles et ceux qui font tourner l'économie. Alors j'ai décidé de proposer aux entrepreneurs, aux chefs d'entreprise, à l'ensemble de ceux qui savent combien la production est importante en France, un nouveau deal, en tout cas une idée que j'aimerais pouvoir mettre en œuvre. Je suggère de supprimer 50 milliards d'impôts qui pèsent sur les
les entreprises. On les appelle les impôts de production. Et puis, parce qu'on supprimerait 50 milliards d'impôts qui pèsent contre la production française, eh ben on supprimerait dans le même moment 50 milliards d'aides aux entreprises françaises. Et l'idée, c'est de créer un choc de compétitivité pour les entreprises débarrassées de ces impôts de production et qui vont donc pouvoir aller plus vite, produire mieux, produire plus, créer plus de richesses. Est-ce que ça peut fonctionner Je crois entendre ce que nous avions proposé et commencé à mettre en œuvre en 1984. Imaginez-vous, il y a 40 ans. Parce que c'est une idée très simple et de bon sens. On supprime les recettes, on supprime les dépenses. Et on baisse les deux. Alors d'abord, c'est très, très compliqué, c'est pas si simple. Quelles recettes, quelles dépenses. Au point que nous, en 84, on n'avait pas réussi, malgré l'immensité du pouvoir dont François Mitterrand disposait, avec un Parlement ultra majoritaire par les socialistes, on n'avait pas réussi. Donc, je pense que c'est une très bonne idée, mais le diable est dans les détails. Quel impôt on supprime? Quelle subvention on supprime? Vous allez voir monter au créneau tous ceux qui vont dire « pas moi, s'il vous plaît, les autres ». Là encore, il faut un chef d'État extrêmement fort en début de mandat pour le faire, mais c'est une bonne idée qui est là depuis 40 ans. Mais ce que vous dites également, c'est que même avec une majorité au Parlement, c'est pas sûr que ça fonctionne. Ça, nous l'avons fait, nous l'avons tenté en 84, c'est-à-dire 3 ans après 81, c'est-à-dire trop tard. Il faut le faire tout de suite. Donc dans les 3 mois d'un mandat. Dans les 3 mois d'un mandat. Et là, ça aurait une possibilité d'être mis en œuvre. Un président élu en mai 2027 prépare le budget de 2028 et le fait passer dans le budget de 2028 sans difficulté. S'il attend 2029, c'est mort. 500 entrepreneurs sont d'ailleurs réunis cette semaine pour le salon du Made in France. Plusieurs se disent en difficulté. Il y a un projet assez idéologique derrière le Made in France, dire on veut protéger notre souveraineté, on veut protéger notre savoir-faire, donc on fait en sorte de stimuler le consommateur pour qu'il achète du Made in France. Est-ce qu'il y a réellement, quand on voit l'affaire de Shein par exemple, est-ce qu'il y a vraiment une demande de ce Made in France? Mais oui, bien sûr. Même si on paye plus cher. Mais c'est tout à fait... C'est culturel et profondément culturel. Évidemment, il faut encourager à acheter français. Il faut même encourager à n'acheter rien de l'étranger qui n'obéisse pas aux mêmes normes que l'Europe. Il n'est pas normal qu'on puisse acheter des produits qui sont produits avec d'autres normes, en particulier avec des pesticides qu'on n'a pas le droit d'utiliser en France et en Europe, pour être plus large. Bon, c'est pas normal. Quant à être français ou chinois, c'est un petit calcul simple. Prenez les vêtements, par exemple. Je ne vais pas faire de publicité pour une marque particulière, mais il y en a plusieurs. D'abord, il y a des moyens de savoir si les produits sont faits d'une façon honnête, avec des produits de qualité, avec des employés du travail de qualité, etc. Il y a des traceurs, il y a des entreprises qui font ce métier, et on peut savoir, quand on voit un vêtement, comment il est fait. Donc déjà, il faut chasser ça. Deuxièmement, soit vous allez acheter des choses chez Chine ou un autre, que vous mettrez une fois, en sachant que vous portez le travail d'enfant esclave sur vous, et que vous jetterez parce que c'est pas utile, soit vous achetez intelligent, et vous achetez un produit que vous allez garder 5 ans ou 6 ans, et simplement, vous allez sortir de cette drogue qui consiste à renouveler tout le temps. C'est une drogue. Si vous avez un beau t-shirt, un beau jean, une belle veste, vous pouvez la garder 10 ans et la remettre 10 ans. Il faut sortir de cette impression d'exister par la différence, par le renouvellement de la différence. On n'existe pas autre chose que par le 18e t-shirt à 2 € qu'on aura acheté et qu'on ne pourra plus mettre. Il y a eu également cette polémique autour de Shein, avec notamment la vente d'armes, de vendeurs tiers sur leur site, également de poupées à caractère pédophile. Le gouvernement avait potentiellement parlé de la suspension administrative de Shein. On apprend à l'instant que le gouvernement renonce à cette suspension administrative. Ça vous surprend ? Il faut voir pourquoi, mais il est évident qu'il faut interdire de pouvoir acheter des produits. Là encore, ça rejoint à ce que je disais tout à l'heure. On ne doit pas pouvoir acheter sur des sites étrangers ce qu'on n'a pas le droit de produire en France. C'est pas possible. Acheter des armes ou des poupées pédophiles, c'est hallucinant, mais je suis convaincu qu'il y a beaucoup d'autres choses, si on veut bien regarder. Il y a des produits qui sont faits avec des pesticides épouvantables, il y a des produits empoisonnés, il y a des produits nocifs pour les enfants, il y a milliers de choses, en particulier dans ces plateformes dans lesquelles peuvent se greffer un très grand nombre de producteurs indépendants et qui peuvent vendre tout et n'importe quoi. Et c'est en effet très difficile aussi pour la plateforme d'être certain que ce qu'elle a sur sa plateforme, dans sa vitrine, est honorable. Mais
C'est une lutte essentielle parce que la tendance naturelle, on le voit avec les gens qui ont fait la queue au BHV, la tendance naturelle à acheter pas cher est une tendance naturelle, alors que, en fait, acheter intelligent, ça devrait être acheter quelque chose de durable et utiliser son argent pour autre chose que pour 18 t-shirts à 2 €. Et certains consommateurs, notamment qui étaient présents au BHV, eux disent on accepte d'autres marques de fast fashion. Pourquoi Shein serait dans le viseur? Certains parlent d'ultra fast fashion. Est-ce qu'il y a réellement une différence? Je ne veux pas faire la liste des marques, mais il y a des marques très connues européennes qui produisent au Bangladesh dans des conditions épouvantables et qu'on devrait interdire tout autant. Ce sont des marques européennes. Mais je pense que ça passe d'abord par l'éducation. Il y a des pays, en particulier, comme toujours en Europe du Nord, qui font une merveilleuse éducation des enfants sur l'éducation. Il y a d'ailleurs... Tout ça revient à l'éducation. Il faut faire une éducation financière. Il faut apprendre à gérer un budget. D'ailleurs, la Grande-Bretagne vient de réformer aujourd'hui son bac, enfin cette semaine, l'équivalent du bac, en introduisant dans le bac des connaissances en matière de gestion du budget personnel, qui est très important. Et dans la gestion du budget personnel, il n'y a pas seulement de ne pas être endetté, mais il y a aussi de savoir acheter intelligemment. Acheter un t-shirt qui dure 5 ans, c'est mieux que d'acheter 18 000 t-shirts qui durent une semaine. Et tout ça s'apprend. Les Nordiques, les Finlandais, les Danois, les Suédois ont fait beaucoup d'efforts là-dessus et ça devient naturel. On met son intelligence, ses moyens financiers à faire de la création et pas à acheter des choses qui disparaissent immédiatement. Merci Jacques Attali d'avoir été mon invité ce soir.